Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 45e numéro de l'ESC Made in France, en petit comité estival aujourd'hui, avec moi Frédéric, donc Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc, parmi les quelques petites infos qui sont tombées en plein cœur de cet été, donc on va parler du coup un petit peu de l'organisation donc, du concours de l'année prochaine et aussi du junior évidemment qui est beaucoup plus proche que le concours 2022 avec une petite info surtout sur la fin de ce podcast. Mais on commence tout de suite par du coup l'organisation de 2022 et ça il me semble qu'on en avait déjà parlé. Mais on voulait refaire un point sur la liste des villes qui sont candidates pour accueillir le concours en Italie. La liste officielle. La liste officielle. Et donc au final, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont 17, c'est ça? Ouais. Oui, 17. Et donc on a les... Attention, préparez-vous. Prenez de quoi noter. On a les villes de Acireale, d'Alessandria, de Bertinoro, de Bologna, bon c'est Bologne en fait, Florence, Gênes, Jesolo, Matera, Milan, Palazzo Acreide, je connais pas, Pesaro, Rimini, Rome, San Remo, Trieste, Turin et Viterbo, je connais pas du tout non plus. Donc Arthur, tu voulais participer sur ce sujet. Oui, je trouve ça très intéressant qu'il y ait tant de villes qui se portent candidates pour accueillir l'Eurovision. Ouais. Il ne me semble pas qu'il y ait autant de villes dans les autres éditions. Mm-hmm. Si je me trompe pas, si je m'en souviens bien, il y avait je crois 5 villes pour les Pays-Bas. Ouais, Et, quelque chose comme ça, ouais. Je crois qu'il n'y avait même pas eu de candidature pour Israël, mais je crois que c'est parce qu'ils voulaient le faire à Jérusalem de base, puis ensuite ils ont fait à Tel Aviv et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. Là, du coup, oui, donc ils ont vraiment fait une candidature, un appel à candidature très ouvert. Mm-hmm. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de villes, même des toutes petites villes, genre Pesaro, Rimini, Ouais. ou Palazzolo Acreide, qui est littéralement un quartier de comment ça s'appelle? Syracuse. Venise, je crois. Non, je crois que c'est un quartier. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc c'est assez incroyable de voir des petites villes comme ça se porter volontaire. Ouais. Même si on sait pertinemment que ce sera pas elles qui seront choisies en priorité. Elles n'ont pas du tout les infrastructures pour, en fait. Ouais, voilà, par exemple, Rimini, l'anecdote sur la salle, c'est la salle a accueilli les réunions de la ville. Soyons honnêtes, c'est pas de grande chance pour que ça gagne, quoi. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir miser sur soit Milan, soit Rome, ou peut-être Turin. Donc, à voir. Ouais, c'est ces villes-là qui semblent avoir le plus de chances à ce stade de l'avoir. Je dirais même plus que ce serait surtout entre Milan et Turin, en fait, parce que c'est les villes dont les noms reviennent le plus, et les villes dont la plupart des gens voudraient, où la plupart des gens voudraient aller, en fait, pour le prochain concours. Mais c'est marrant, parce que du coup, excuse-moi Arthur, il y a tellement de villes candidates qu'on pourrait limite utiliser le système de vote de l'Eurovision pour choisir quelle ville intéresse. Deuxième info concernant 2022 qu'on voulait traiter, c'est du coup la confirmation par France 2 que Stéphane Bern et Laurence Boccolini reviendront pour la présentation de Eurovision France, c'est vous qui décidez. Et aussi pour les commentaires de l'Eurovision 2022. Et c'est les premiers, quand on regarde la page de l'Eurovision 2022, à avoir été confirmés comme commentateurs pour 2022. Même si on sait qu'il y a certains dans d'autres pays qui seront forcément de retour parce qu'ils sont là depuis plus de 10 ans, donc on va voir. Oui. Arthur ? Oui, c'est vrai que c'est super tôt comme annonce. Même genre en Angleterre, on sait pertinemment que ce sera Graham Norton et pourtant c'est pas aussi rapide quoi, pour eux. Donc c'est assez intéressant qu'ils prévoient déjà tout ça. Parce qu'on ressent vraiment ce que la chef de délégation voudrait.
Oui, C'est-à-dire imposer une sorte de famille Eurovision oui. avec les mêmes têtes qui reviendraient pour que les spectateurs s'identifient un petit peu comme un programme télé, comme une série télé. Mhm. C'est Donc bien, ça, c'est une bonne chose, en effet, ouais. c'est assez intéressant. Si je pouvais rajouter quelque chose. Mhm. Moi, le fait qu'ils le fait ils annoncent ça aussitôt et que, comme par hasard, la même année, on organise un événement en rapport avec l'Eurovision en fin d'année, Ouais. je trouve que c'est une drôle de coïncidence. Ah, tu penses, du coup, qu'ils vont solliciter les deux, là, pour animer le junior? Bah, ça... si pas eux, qui d'autre, en fait? Je J'avoue. commence vraiment à me demander si c'est pas lié. Ouais. Et en même temps, quand j'y pense, après, je sais pas, est-ce que ils s'autorisent éventuellement prendre des gens à d'autres chaînes de France Télé, genre France 3, etc. Ou alors ils se limitent que à France 2. Je sais pas comment ça marche chez nous, vu qu'on a plusieurs chaînes de service public. Mhm. Mais voilà, quoi. Genre, par exemple, pour le cas des Pays-Bas cette année, bon, il y a Avotros, puis il y a aussi NPO, tout ça. Enfin, il y a les différentes chaînes de Avotros. Et je sais pas si Chantal, Yann, etc. étaient. Bosser tous sur la même chaîne de base. Comment? S'ils bossaient tous sur la même chaîne de base. Oui, voilà, je sais pas si c'est le cas ou pas, ou alors s'ils étaient sur différentes chaînes, mais du même diffuseur. S'ils sont envoyés sur ce diffuseur-là de manière générale. Mhm. Mais voilà, c'est quelque chose que si quelqu'un a la réponse, je serais très intéressé de la savoir. Bah, ça, Voilà. c'est vrai que la question commence à se poser sérieusement et alors, je sais pas si ça se fait. Enfin, j'ai l'impression que ça se fait moins maintenant au sein de France de Télévisions de s'échanger les animateurs. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus courant il y a une dizaine d'années ou ce genre de choses, enfin ce genre d'époque, mais Ouais. un peu moins maintenant. Oui. Et Après, voilà, les chaînes France Télévisions comment dire, ont des présentateurs très singuliers, très renfermés. Enfin, comment dire, c'est des thèmes assez particuliers par chaîne. Oui, oui. Donc c'est assez comment dire, quand un commentateur quitte France 2 par exemple pour France 4, il le quitte pour vraiment faire quelque chose de très différent. oui, c'est notre Ouais. univers, quoi, ouais, j'avoue. Moi, personnellement, si c'est pas eux deux, moi, la seule personne que je vois pour le qualifier pour le job, ce serait éventuellement Cyril Ferraud, mais vu qu'il est sur France 3, justement, ça nous ramène à notre question précédente. Du coup, voilà, petit... Après, perso, je vois beaucoup Boccolini, je vois bien Boccolini derrière son pupitre sur la scène de l'Eurovision. Ouais, pareil. J'avoue, ouais, ce serait pas Y a- choquant. Berne y a peut-être des un gens peu qui- plus, mais Boccolini, non. Ouais. Il y a des gens qui diront qu'elle est peut-être un peu vieille, mais moi, je trouve pas que ce soit un problème. Mm-mm. Euh, Non, ça va, elle passe bien, quoi. Enfin, oui. Surtout qu'elle a tout le temps des costumes assez colorés, donc Ouais. ouais. ça fait assez junior. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il pourrait toujours nous surprendre et choisir, enfin, comment dire, de but en blanc, un acteur ou un comédien qui parlerait très bien anglais et qui aurait une petite carrière à l'étranger? Après, il peut prendre une personne de totalement extérieure. Ouais. Après, je pense que rien ne les en empêche, en tant qu'ils ont de bons contrats et tout. Mhm. J'avoue. Possible. On verra bien. De toute façon, ce sera une information qu'on n'aura pas avant minimum novembre, je pense. Surtout qu'en plus, c'est un mois plus tard cette année. Tu penses qu'on saura si tard que ça? Bah, je pense, oui. En général, on C'est- connaît les présentateurs seulement en octobre, non? D'accord, mais il me semblait que c'était plus tôt quand même les années d'avant. Ah ouais? Et bah, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines années, on savait dès l'été ou dès la fin de l'été qui allait le faire pour les autres pays, quoi. Il y a beaucoup de retard cette année. Par exemple, on n'a toujours pas de logo ou de charte graphique. Hein. Ça, c'est vrai. On connaît juste le slogan, en fait, qui j'imagine, du coup, ça, ils sont pas trop foulés. Imagine, pour être plus précis. Ah, pardon, oui, Imagine, oui. Je pense que les autres seront révélés en octobre en même temps que la chanson française. Et c'est bien parce que, en même temps, le fait qu'ils aient confirmé les deux pour l'année prochaine, ça donne l'impression qu'ils se délestent, entre guillemets, de petits détails d'informations comme ça, pour vraiment se concentrer
à faire un bon show pour le junior et à préparer une bonne sélection nationale pour 2022. Du moins, c'est l'impression que ça me donne. Moi, Peut-être, oui. Ouais, c'est clair que quand on met en avant ses commentateurs et pas ses chansons, bon, il y a quand même un problème quoi, au niveau de la sélection. Clairement. Ouais. Ben voilà, petite parenthèse, grosse parenthèse, je crois qu'on a plus parlé de ça que de Bern Boccolini, mais je trouvais que c'était intéressant. Et le fait que voilà, quoi, un choix aussi tôt dans l'année, c'est pour moi révélateur, mais peut-être que j'ai tort, on verra. Autre information concernant 2022 qu'on voulait traiter, c'est l'Espagne qui a confirmé, après quelques bruits de couloir qui ont couru sur Twitter, qu'ils allaient avoir recours au festival de Benidorm pour sélectionner leurs candidats à l'Eurovision. Il faut savoir que le festival de Benidorm a été créé donc à la fin des années 50. Il est quasiment aussi vieux que l'Eurovision. Et il a tenu sur une base quasi annuelle jusqu'en 2006, année où ça s'est arrêté. Et donc ce serait une version mise à jour du festival qui permettrait à TVE d'être le tremplin pour choisir un candidat ou un groupe. Et il faut savoir qu'au cours de ces 40, 50, oui, plus de 50 années de cours, on va dire, le festival a quand même vu parmi ses gagnants des gens qui, curieusement, ont représenté par la suite l'Espagne à l'Eurovision. On a notamment le chanteur Raphaël qui avait gagné en 62 et qui avait représenté l'Espagne en 65 et 66. Julio Iglesias qui avait gagné en 68 et qui a représenté l'Espagne en 70. Donc il y a toujours eu plus ou moins une forme pas de complicité, mais de relation entre ce festival-là en particulier et l'Eurovision en Espagne. Donc finalement, c'est un développement assez naturel que le fait de vouloir le ressortir entre guillemets des cartons pour l'utiliser comme sélection nationale pour les années à venir. On espère que ça va marcher pour eux parce que je sais que l'Espagne en a besoin. Là, c'est assez alarmant ce qu'ils ont traversé ces 5-6 dernières années à l'Eurovision. Autre info maintenant un peu plus légère qui concerne un peu moins 2022 mais un futur beaucoup plus proche. Ce serait l'ouverture du musée Eurovision à Husavik en Islande qui devrait avoir lieu ce mois-ci, le mois d'août, ça y est, vu qu'on est déjà le 1er août. Non, on est le 2 là, même, j'ai une bêtise. J'ai déjà perdu. Non, on est le 1er. J'ai perdu la notion du temps, moi je suis en vacances, ça y est, là, c'est. Et donc l'information qui est tombée notamment sur Eurovoix, c'est qu'ils nous disent qu'il y a eu des fundraising, crowdfunding sur internet. Alors là, je vois les montants par exemple de 13 000 euros qui ont été approuvés par le gouvernement islandais. Le crowdfunding s'est monté à quasiment 7 000 $. Et donc, on a quand même des détails de la composition donc du musée, de la façon dont ça devrait être organisé. Ça devrait être un musée en 3 parties. Il y aurait une partie avec une exposition concernant la sélection nationale, donc Songva Kepnin. Une deuxième partie qui serait dédiée plus particulièrement au film et du coup à la promotion de Husavik dans The Story of Fire Saga. Et la troisième partie, ce serait un truc un peu plus, entre guillemets, conventionnel et l'histoire de l'Eurovision de façon générale à travers années et pays, du coup. Il faut savoir que le musée est en collaboration avec le diffuseur national RUV pour réaliser le projet, en fait, tout simplement. Et aussi le fandom islandais qui, avec ses initiales, alors, je connaissais pas du tout, ça s'appelle Phases. Je pourrais pas décrire exactement ce que chaque lettre signifie. Et on nous dit aussi qu'ils travaillent avec les équipes
qui avait monté en 2016 le musée à bas à Stockholm quand la Suède avait reçu le concours, et où il y avait eu justement une section dédiée pas seulement à ABBA mais aussi à l'Eurovision en général, qui s'appelait Good Evening Europe. Donc voilà. Plein de petits détails assez intéressants. J'imagine qu'on aura plus d'informations une fois que ce sera ouvert et qu'on commencera à voir des photos peut-être. Arthur. Bah, une raison de plus d'aller visiter l'Islande, hein, écoutez, hein, j'ai envie de dire. Alex, pardon, qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, ça me donne très envie d'aller voir. Et si je vais en Islande, justement, bah, ça me fera une destination à aller voir ailleurs qu'à Reykjavik, parce que c'est bien de visiter un peu en dehors des capitales. Et voilà, j'ai très envie d'aller voir. J'espère que ce sera bien fait et que ce sera intéressant. Mais je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Ouais, j'avoue. Je divague un peu, mais apparemment l'Islande, c'est un pays qu'il faut visiter, pas pour sa capitale, mais pour tous ces pays. Ah oui, évidemment. Évidemment, ouais. Et puis on l'a bien vu au fil des années dans les différentes cartes postales à l'Eurovision, des paysages extraordinaires qu'on peut trouver là-bas. Dernière info qu'on voulait traiter cette semaine, et cette fois on retourne un petit peu vers le junior, c'est la confirmation que la Macédoine du Nord sera de retour, ce qui est une double bonne nouvelle puisque on arrive finalement à dépasser le nombre de pays qui étaient présents l'année dernière quand on a gagné, et du coup c'est une bonne chose. Alors j'ai pas la liste devant moi du coup des 13 qui devraient y être. Oh, bah, c'est pas compliqué, attends. On a la France, on a la Géorgie, on a l'Allemagne, on a l'Irlande, on a Malte, on a les Pays-Bas, on a la Macédoine du Nord, la Pologne, le Portugal, la Russie, la Serbie, l'Espagne et l'Ukraine. Pour le moment de confirmer, sachant que... Ouais. J'imagine que le Kazakhstan sera réinvité. Oui. Surtout que depuis que la Biélorussie n'est plus éligible, j'imagine qu'ils ne veulent pas perdre deux diffuseurs, ça leur ferait chier. Je suis d'accord, ouais. Et probablement l'Arménie, j'espère. Oui, il y a de bonnes indications qui vont dans ce sens-là. Surtout qu'en plus, il y a eu des photos, enfin une photo, je crois, de Malena, donc celle qui devait en studio pour l'Arménie l'an dernier, mais qui... Elle a quel âge, Malena? Elle doit avoir 14 ans, donc c'est sa dernière année où elle peut participer. Ça aurait été ballot, tu vois, qu'elle dépasse entre les deux oui. l'âge limite. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une photo qui est sortie, je crois que c'était sur Instagram. Voilà, on la voit en studio, justement. En plus, je ne l'ai pas trop écoutée, mais il me semble que sa chanson était une très bonne chanson qui pouvait potentiellement... Très bonne balade, ouais. Bah, peut-être qu'ils nous auraient battus si ils avaient été là, donc... Alors, connaissant la loi de la France à l'Eurovision, nos résultats, je pense que c'est ce qui se serait passé, mais on ne peut pas refaire l'histoire, bien sûr. Ah, ouais. Il y a énormément de rumeurs et de gens qui pensent que le Royaume-Uni reviendra, mais moi, j'y crois absolument pas. Je sais plus pourquoi. Bah, c'est toujours marqué là sur la page Wikipédia, possibly for the 2021 edition. Voilà, mais en fait, je vais vous expliquer d'où vient cette rumeur. C'est lié à une question qu'un journaliste a posée à City Baker lors de la conférence de presse de l'Eurovision Junior il y a 3 mois, enfin il y a 2 mois. Donc c'était durant la semaine de l'Eurovision adulte, et un journaliste lui a posé la question de faire si jamais le Royaume-Uni pouvait revenir. Et forcément Baker, lui, en tant que représentant, que producteur exécutif de l'Eurovision cette année-là, et même c'est une figure de l'UER en quelque sorte dans ce contexte-là. Ouais. Il va pas répondre non, il va pas répondre ah non le Royaume-Uni on n'en veut pas. D'ailleurs l'Europe vous aime pas, bah tiens c'est pour ça que vous aurez 0 cette année. Il va pas dire ça. Évidemment qu'il va dire bah oui, il va plutôt dire quelque chose du genre ah bah oui, ce serait un honneur d'accueillir le Royaume-Uni et nous voulons toujours obtenir le plus de participants possible, etc. Blablabla. Il va toujours dire ce genre de choses, évidemment, ça s'appelle la politesse. Mais ça ne veut en rien dire que le Royaume-Uni va revenir, surtout qu'en plus, je vous rappelle quand même, ils se sont tapés deux dernières places d'affilée, 2019 et 2021, et un 0 en plus. Ouais, c'est hardcore quand même, ouais.
Donc, je pense que la BBC, ils ont vraiment autre chose à foutre que de participer au concours, à un concours Eurovision en plus petit. Donc, voilà. Alors, Après, bon, il y en a qui disent que oui, ITV pourrait participer aussi. bah oui, parce que c'était avec eux qu'ils y étaient à l'époque, en fait, c'est ce que j'allais Oui, dire. en plus, c'est eux qui participaient pour le Royaume-Uni à l'époque. Mhm. Mais moi, personnellement, voilà, je ne crois pas du tout. Mais bon, peut-être que j'aurais tort, encore une fois, hein, je me répète. Mais moi, je vous dis, je suis prêt à sortir vous savez, le mime Pikachu, là, avec la tête surprise, Oui. on sort quand, par exemple, il y a un truc est ultra évident que les gens censés savent qui va se passer. Mais t'espères encore, et du coup, cet événement se produit, et les gens sont choqués. Du coup, tu sors ce mime. Je le sortirai quand la liste sera annoncée, que le Royaume-Uni ne s'y retrouvera pas. Voilà. Et j'en rigolerai, bien sûr. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les infos de la semaine. Là, on ne devrait pas en avoir tellement d'autres avant un moment, je pense. Non, je ne pense pas. Voilà, donc merci d'avoir été avec nous pour ce 45e numéro de l'EC Made in France. N'oubliez pas évidemment de liker les différents numéros si vous kiffez le doux son de nos voix unies et harmonieuses. Et évidemment aussi de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications pour les nouveaux numéros. Merci Alex d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci, toi aussi. Merci Arthur. Mais de rien. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de la C Made in France. Bye bye. Bye bye. Voilà. Ciao, bonsoir. Ah oui, c'est vrai, on l'a oublié celui-là.